La République de Platon, livre 6e, suite. Aujourd'hui, ceux qui s'appliquent à la philosophie sont des jeunes gens à peine sortis de l'enfance. Dans l'intervalle qui les sépare du temps où ils s'adonneront à l'économie et au commerce, ils abordent sa partie la plus difficile, je veux dire la dialectique, puis abandonnent ce genre d'études. Et ce sont ceux-là qu'on regarde comme des philosophes accomplis. Par la suite, ils croient faire beaucoup d'assister à des entretiens philosophiques lorsqu'ils en sont priés, estimant qu'il ne saurait s'agir là que d'un passe-temps. La vieillesse s'approche-t-elle? À l'exception d'un petit nombre, leur ardeur s'éteint bien plus que le soleil d'Héraclite, puisqu'elle ne se rallume pas. Et que faut-il faire? Demanda-t-il. Tout le contraire. Donner aux adolescents et aux enfants une éducation et une culture appropriées à leur jeunesse. Prendre grand soin de leur corps à l'époque où ils croient et se forment, afin de le préparer à servir la philosophie. Puis, quand l'âge vient où l'âme entre dans sa maturité, renforcer les exercices qui lui sont propres. Et lorsque les forces déclinent et que le temps est passé des travaux politiques et militaires, libérer dans le champ sacré, exempt de toute occupation importante, ceux qui veulent mener ici-bas une vie heureuse. Et après leur mort, couronner dans l'autre monde la vie qu'ils auront vécue d'une destinée digne d'elle. En vérité, tu me sembles parler avec zèle, Socrate. Je crois cependant que tes auditeurs mettront plus de zèle encore à te résister, n'étant pas convaincus le moins du monde, à commencer par Thrasymachie. Ne va pas nous embrouiller, m'écriai-je, Thrasymachie et moi, qui sommes amis depuis peu et qui n'avons jamais été ennemis. Nous ne négligerons aucun effort tant que nous ne serons pas arrivés à le convaincre, lui et les autres, ou du moins à leur faire quelque bien en vue de cette vie à venir, où, nés sous une forme nouvelle, ils participeront à de semblables entretiens. Tu parles là d'un temps bien proche, et qui n'est rien, repris-je, par rapport à l'éternité. Que néanmoins la plupart des gens ne se laissent point persuader par ces discours, il n'y a là rien de surprenant, car ils n'ont jamais vu se produire ce que nous disons, mais bien plutôt n'ont entendu là-dessus que des phrases d'une symétrie recherchée, au lieu de propos spontanément assemblés comme les nôtres. Mais un homme aussi parfaitement conforme que possible à la vertu, dans ses actions et dans ses paroles, voilà ce qu'ils n'ont jamais vu, n'est-ce pas? Non, jamais. Et ils n'ont guère assisté non plus, bienheureux amis, à de béaux et libres entretiens, où l'on recherche la vérité avec passion et par tous les moyens, dans le seul but de la connaître, et où l'on salue de bien loin les élégances, les subtilités et tout ce qui ne tend qu'à engendrer l'opinion et la dispute dans les débats judiciaires et les conversations privées. Certes non. Telles sont les réflexions qui nous préoccupaient et nous faisaient craindre de parler. Cependant, forcés par la vérité, nous avons dit qu'il ne fallait point s'attendre à voir de cité, de gouvernement, ni même d'homme parfait, avant qu'une heureuse nécessité ne contraigne, bon gré mal gré, ce petit nombre de philosophes qu'on nomme non pas pervers mais inutiles, à se charger du gouvernement de l'État et à répondre à son appel. Aucune inspiration divine ne remplisse les fils des souverains et des rois, ou ces princes eux-mêmes, d'un sincère amour de la vraie philosophie. Que l'une ou l'autre de ces deux choses, ou toutes les deux, soit impossible, je déclare qu'on n'a aucune raison de le prétendre. Autrement, c'est à bon droit qu'on se moquerait de nous, comme de gens qui formulent de vains souhaits, n'est-ce pas? Oui. Si donc quelque nécessité a contraint des hommes éminents en philosophie à se charger du gouvernement d'un État dans l'étendue infinie du temps passé, ou les y contraint actuellement en quelques contrées barbares que la distance dérobe à nos regards, on doit les y contraindre un jour. Nous sommes prêts à soutenir que la Constitution dont nous parlons a existé ou existera, quand la muse philosophique deviendra maîtresse d'une cité. Il n'est pas impossible en effet qu'elle le devienne, et nous ne proposons pas des choses impossibles, mais qu'elles soient difficiles, nous le reconnaissons. J'en conviens avec toi. Mais la multitude n'est pas de cet avis, diras-tu. Peut-être.
Ô bienheureux ami, repris-je, n'accuse point trop la multitude. Elle changera d'opinion si au lieu de lui chercher querelle, tu la conseilles, et réfutant les accusations portées contre l'amour de la science, tu lui désignes ceux que tu nommes philosophes, et lui définis comme tantôt leur nature et leur profession, afin qu'elle ne s'imagine pas que tu lui parles des philosophes tels qu'elle les conçoit. Quand elle verra les choses de la sorte, ne penses-tu pas qu'elle s'en formera une autre opinion et répondra différemment? Ou crois-tu qu'il soit naturel de s'emporter contre qui ne s'emporte pas, et de haïr qui ne hait pas, quand on est soi-même doux et sans haine? Pour moi, prévenant ton objection, j'affirme qu'un caractère aussi intraitable ne se rencontre que chez quelques personnes, et non pas dans la multitude. Sois tranquille, j'en conviens. Conviens-tu aussi que des mauvaises dispositions du grand nombre à l'égard de la philosophie sont responsables ces étrangers qui s'introduisent chez elle comme d'indésirables libertins dans une partie de plaisir, et qui, s'injuriant, se traitant avec malveillance et ramenant toujours leur discussion à des questions de personnes, se contredisent de la façon qui convient le moins à la philosophie? Sans doute. Aussi bien dit Mante, celui dont la pensée s'applique vraiment à la contemplation des essences n'a-t-il pas le loisir d'abaisser ses regards vers les occupations des hommes, de partir en guerre contre eux, et de s'emplir de haine et d'animosité, la vue retenue par des objets fixes et immuables, qui ne se portent, ni ne subissent de mutuels préjudices, mais sont tous sous la loi de l'ordre et de la raison, il s'efforce de les imiter, et autant que possible de se rendre semblable à eux. Car penses-tu qu'il y ait moyen de ne pas imiter ce dont on s'approche sans cesse avec admiration? Cela ne se peut. Donc le philosophe ayant commerce avec ce qui est divin et soumis à l'ordre devient lui-même ordonné et divin dans la mesure où cela est possible à l'homme, mais il n'est rien qui échappe au dénigrement, n'est-ce pas? Assurément. Or si quelque nécessité le forçait à entreprendre de faire passer l'ordre qu'il contemple là-haut, dans les mœurs publiques et privées des hommes, au lieu de se borner à façonner son propre caractère, penses-tu qu'il serait un mauvais artisan de tempérance, de justice et de toute autre vertu démotique? Point du tout, répondit-il. Maintenant, si le peuple vient à comprendre que nous disons la vérité sur ce point, s'irritera-t-il encore contre les philosophes et refusera-t-il de croire avec nous qu'une cité ne sera heureuse qu'autant que le plan en aura été tracé par des artistes utilisant un modèle divin? Il ne s'irritera point, dit-il, si toutefois il parvient à comprendre. Mais de quelle manière entends-tu que les philosophes tracent ce plan? Prenons comme toile une cité et des caractères humains, ils commenceront par les rendre nets, ce qui n'est point facile du tout. Mais tu sais qu'ils diffèrent déjà en cela des autres, qu'ils ne voudront s'occuper d'un État ou d'un individu pour lui tracer des lois que lorsqu'ils l'auront reçu nette ou eux-mêmes rendue telle. Et avec raison. Après cela, n'esquisseront-ils pas la forme du gouvernement? Sans doute. Ensuite, je pense, parachevant cet esquisse, ils porteront fréquemment leur regard d'un côté sur l'essence de la justice, de la beauté, de la tempérance et des vertus de ce genre, et de l'autre sur la copie humaine qu'ils en font. Et par la combinaison et le mélange d'institutions appropriées, ils s'efforceront d'atteindre à la ressemblance de l'humanité véritable en s'inspirant de ce modèle qu'Homère, lorsqu'il le rencontre parmi les hommes, appelle divin et semblable aux dieux. Bien, dit-il. Et ils effaceront, je pense, et peindront de nouveau jusqu'à ce qu'ils aient obtenu des caractères humains aussi chers à la divinité que de tels caractères peuvent l'être. Certes, ce sera là un superbe tableau. Eh bien, demandai-je, aurons-nous convaincu ceux que tu représentais comme prêts à fondre sur nous, qu'un tel peintre de constitution est l'homme que nous leur vantions tout à l'heure et qui excitait leur mauvaise humeur, parce que nous voulions lui confier le gouvernement des cités, se sont-ils adoucis en nous écoutant? Beaucoup, répondit-il, s'ils sont raisonnables. Qu'auraient-ils donc encore à nous objecter? Que les philosophes ne sont pas épris de l'être et de la vérité? Ce serait absurde.
que leur naturel tel que nous l'avons décrit n'est pas apparenté à ce qu'il y a de meilleur non plus. Quoi donc? Que ce naturel rencontrant des institutions convenables n'est pas plus propre que tout autre à devenir parfaitement bon et sage? Ou diront-ils que le sont davantage ceux que nous avons écartés? Non, certes. S'effaroucheront-ils donc encore de nous entendre dire qu'il n'y aura de cesse au mot de la cité des citoyens que lorsque les philosophes détiendront le pouvoir et que le gouvernement que nous avons imaginé sera réalisé en fait? Peut-être moins, dit-il. Veux-tu que nous laissions de côté ce moins et que nous les déclarions tout à fait radoucis et persuadés, afin que la honte, à défaut d'autres raisons, les oblige d'en convenir? Je le veux bien, concéda-t-il. Tenons-les donc, repris-je, pour convaincus à cet égard. Maintenant, qui nous contestera qu'il puisse se trouver des fils de rois ou de souverains nés philosophes? Personne. Et qui peut dire que, nés avec de telles dispositions, il y a grande nécessité qu'ils se corrompent, qu'il leur soit difficile de se préserver nous-mêmes, en convenons, mais que, dans toute la suite des temps, pas un seul ne se sauve, est-il quelqu'un pour le soutenir? Assurément non. Or il suffit d'un seul qui se sauve et qui trouve une cité docile à ses vues pour accomplir toutes ces choses qu'on estime aujourd'hui impossibles. Un seul suffit en effet, car ce chef ayant établi les lois et les institutions que nous avons décrites, il n'est certes pas impossible que les citoyens veulent s'y conformer. Pas le moins du monde. Mais est-il étonnant et impossible que ce que nous approuvons soit aussi approuvé par d'autres? Je ne le crois pas, dit-il. Et certes, nous avons suffisamment démontré, je pense, que notre projet est le meilleur s'il est réalisable. Suffisamment, en effet. Nous voilà donc amenés à conclure, ce semble, touchant notre plan de législation, que d'une part il est excellent s'il peut être réalisé, et que d'autre part, la réalisation en est difficile, mais non pas cependant impossible. Nous y sommes amenés en effet. Eh bien, puisque nous sommes parvenus, non sans peine à ce résultat, il faut traiter ce qui suit, c'est-à-dire de quelle manière, par quelles études et quels exercices nous formerons les sauveurs de la Constitution et à quel âge nous devrons les y appliquer. Oui, il faut traiter cette question, approuva-t-il.